Auditeurs, auditrices de la 96.3 Victoire FM, bienvenue à ce nouveau numéro de Rétro 7, rendez-vous hebdomadaire de 1h30 consacré aux faits marquants de la semaine sur le plan national et international avec un invité en studio pour ce samedi 8 octobre 2022. Madame, Messieurs, nous recevons pour vous Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson, secrétaire générale de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, également coordinatrice générale de la dynamique Monseigneur Poudreau. Au menu, le 32e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 90, date charnière dans le processus démocratique au Togo. Que reste-t-il de ce mouvement 3 décennies après? La jeunesse actrice de ce mouvement se trouve-t-elle aujourd'hui encore au cœur des actions politiques? La tenance est toujours recherchée par la classe politique togolaise qui se trouve actuellement dans une division totale. Les prochaines échéances électorales avancent aussi à grands pas. Pour l'heure, le sommet se poursuit pour cette opposition togolaise selon certains analystes politiques. Des partis politiques, en passant par le regroupement de partis politiques, les méthodes restent les mêmes. La DMK continue, elle, de son côté, de revendiquer entre griffes sa victoire du dernier scrutin du 22 février 2020. Le 5 octobre nous rappelle également l'existence des enseignants et enseignantes qui sont célébrés, date aussi choisie pour accorder la liberté provisoire aux 3 enseignants du site arrêtés en avril dernier. Une libération sans les 5 élèves, nous évoquerons le sujet avec notre invité. Sans oublier les 10 mesures sociales de Fort Gnassingbé face à la vie chère. À ce moment, la CDPL, la dynamique Monseigneur Poudreau aura aussi une occasion de se prononcer sur ces 10 mesures. Sur le plan international, le capitaine Ibrahim Traoré, nommé président du FASO, il compte vite laisser le pouvoir aux civils à l'issue des assises. Faut-il croire aux paroles des militaires? Et pour lui, le plus jeune président actuel du monde veut aller vite et très vite. La CEDEAO, qui est aussi au cœur de ces enjeux de coup d'État en Afrique, a effectué un déplacement au pays et compte même accepter, accompagner la junte au pouvoir. Pour certains, le coup d'État, c'est aussi les révisions constitutionnelles. Le cas du Sénégal qui est en gestation. Les constitutions africaines aujourd'hui sont-elles aussi adaptées à ces situations, Madame, Messieurs? Nous évoquerons le sujet avec notre invitée, Madame Brigitte Kafi Adjamagbo Johnson. Elle est déjà avec nous. Madame, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Je voudrais saluer aussi nos auditeurs et auditrices que je retrouve avec plaisir. Comment vous portez? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je me porte bien et je rends grâce énormément parce que c'est lui qui nous protège au quotidien et qui nous défend et qui nous donne la force de continuer le combat dans lequel nous sommes engagés par conviction. Avec cette conviction que nous sommes venus sur cette terre en ayant reçu une mission, celle de contribuer à transformer la société de laquelle nous sommes issus, de manière à contribuer ainsi aussi à l'œuvre de Dieu qui nous a créés libres et qui nous promet beaucoup de bonheur et qui attend de nous que nous l'aidions à créer un monde plus juste. Ce qui est impressionnant chez vous, madame, c'est que chaque fois vous êtes optimiste et une certaine déterminée à aller au bout de votre combat. Absolument. Tant que je vivrai, j'aurai cette conviction-là que par mon action, combinée à celle d'autres concitoyens, nous bâtirons, nous irons toujours d'un monde meilleur à un monde meilleur. Voilà. Et nous sommes appelés à ça. C'est à nous de faire en sorte d'impacter notre société. Pourquoi cet engagement pour vous en tant que femme, plus de 3 décennies dans la lutte politique, Madame Adjamagbo? Mais c'est une vocation que j'ai reçue très tôt. J'ai compris qu'on ne naît pas pour vivre en égoïste, pour vivre pour soi. On naît pour servir à quelque chose, pour être utile à sa société. C'est ce qu'on m'a appris. J'ai vu mes parents le faire. Ils se sont battus d'abord pendant
la lutte pour les indépendances. Ensuite, ils ont continué cet engagement sur le plan social, sur le plan politique. Je les ai vus, j'ai grandi dans ça. Et donc, c'est tout naturellement. Un héritage pour vous. C'est un héritage. C'est un héritage. Et je suis fière de l'avoir reçu comme héritage. J'ai ce modèle-là de parents qui ont contribué, qui ont donné leur, comment dirais-je, toute leur force pour que le monde soit meilleur. Et c'est tout naturellement que je continue. Voilà, c'est ça qui donne un sens à la vie. À votre combat. Ce n'est pas ce que, quand vous naissez, ce ne sont pas les enfants que vous mettez au monde, ce n'est pas ce que vous venez vous accumuler dans ce monde. La preuve, vous ne partez pas avec. Mais le compte que vous allez rendre quand vous quitterez ce monde, c'est ce que vous y avez fait. En quoi avez-vous été utile aux autres? C'est ça, voilà. Votre sens de la lutte. Absolument. Êtes à la fois Absolument. épouse, une femme, une mère et une responsable politique. Madame, comment vous conciliez ces aspects, tous ces domaines? Ce n'est pas évident. Oui. Ce n'est pas évident, mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. On négocie tout. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir, c'est tout. Et être bien organisé. Voilà. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir choisi un conjoint qui partage les mêmes convictions que moi. Beaucoup de chance d'avoir eu des enfants qui ont compris très tôt que leurs parents, je dis bien leurs parents, je ne suis pas la seule à être engagée. Oui. Mon mari est aussi engagé que moi. Et que, bon, leurs parents ont des responsabilités envers eux, mais ils en ont aussi envers la société. Et ils l'ont bien intégré. Je pense que ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que je ne sais si je l'ai déjà dit chez vous, mais je réentends mon fils aîné me dire au téléphone, parce qu'il n'est pas ici, le jour où j'allais me rendre le 28 novembre 2020 au SCRIC, je l'entends me redire: maman, je sais que tu te prépares à partir, surtout ne crains pas pour nous. Ne crains pas pour nous. On s'y attendait, on a tout intégré, on est préparé à tout. Tout ce que nous te demandons, c'est de rester digne. Oui. Et c'est une grâce. Une grâce. Et je me sens libre pour continuer à me battre. Est-ce que vous ne recevez pas parfois des pressions de la part de la famille? Absolument, absolument. Absolument. Il y a des pressions aussi. Et mon fils qui m'a parlé ainsi, il y a des moments où il a craqué, où il appelait toute la famille, les sœurs, les tantes et tout. Je ne sais pas ce que maman est là. Parlez-lui, parlez à maman, elle va se faire tuer. Mais c'est des pressions énormes. Mais bon, il faut résister. Il faut résister. Et vous êtes prête à aller au bout de votre lutte? Tant que je vivrai. Tant que je vivrai, c'est naturel. C'est naturel. C'est notre société. Si nous ne nous battons pas, qui le fera à notre place? Qui le fera? Nous n'allons quand même pas tous nous taire et subir une situation qui nous pèse, parce que c'est une situation d'injustice, une situation de souffrance. Nous ne pouvons pas. Vous avez beau vous dire oh, je vais partager avec ceux que j'ai à côté, j'aide ceux que je peux aider, mais ce n'est pas ça la solution. Au-delà de cette assistance-là, il faut œuvrer pour que tout le monde puisse bénéficier des ressources qui nous appartiennent tous
et qu'on devrait utiliser à faire en sorte que aucun Togolais ne soit dans le besoin, qu'au moins on ait le minimum pour vivre décemment. C'est à cette problématique que nous sommes confrontés. Attachés. Et il faut qu'on avance, il faut qu'on arrive à ce point-là où chaque Togolais sait qu'il a droit, lui aussi, à une part équitable des ressources dont nous avons hérité collectivement. L'engagement politique, c'est vrai que vous l'avez hérité de la famille Madame Adjamabo, mais on vous a vu nettement s'afficher sur la scène politique au lendemain du 5 octobre 1990. En 2010, vous étiez la première femme à être candidate à l'élection présidentielle au Togo. 12 ans après, Madame, que gardez-vous de cette expérience aujourd'hui? Est-ce que si c'est à refaire, vous le referiez? Ce que je peux vous dire, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. D'abord à cause de mon engagement politique, mais aussi à cause de mon engagement social et pour les droits des femmes. Oui, vous êtes aussi une grande figure de défense des droits des femmes. J'ai une double casquette à laquelle je tiens. Je suis de la société civile. En tant que citoyenne, je suis une militante des droits des femmes. Et je constate aujourd'hui avec bonheur que nous avons avancé sur cette problématique-là. Le souci, c'est de faire en sorte, parce que nous, on vieillit, c'est de faire en sorte que la jeune génération puisse prendre la relève. Et je vous félicite. Hier, j'ai suivi l'émission d'actualité là, du matin où vous avez reçu une jeune dame sur la question des violences faites aux femmes. Je me félicite de ce que cette relève-là se construit parce que c'était des sujets tabous. Donc, à l'époque où au lendemain des mouvements qui nous ont amenés au début des années 90 à conquérir la liberté d'association, nous étions un certain nombre de femmes à nous dire la démocratie rime avec les droits des femmes. Nous nous battons, les femmes s'étaient battues massivement aux côtés des hommes pour demander l'entrée du Togo en démocratie. Mais la question que nous nous sommes posée est de savoir, mais cette nouvelle société démocratique que nous appelons de tous nos voeux, qu'est-ce qu'elle va apporter aux femmes? On se bat le jour où on va devoir s'asseoir autour d'une table pour définir une nouvelle vision. Qu'est-ce que nous, femmes, nous aurons à apporter à cette table? Et c'est là que très rapidement, à la faveur de la liberté d'association, nous avons constitué une association, le GFDD, Groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, pour réfléchir et sortir un document que nous avons appelé Femmes autrement, dans lequel nous faisions le bilan de la situation des femmes, de l'action qui est censée avoir été menée depuis 1975, proclamée pour la première fois Année internationale de la femme. Nous avons fait le bilan. Qu'est-ce que ça a apporté au Togo? Et nous nous sommes rendus compte que oui, on a dépensé beaucoup de ressources, mais on est passé à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est la question des droits. C'est la question des droits. Il ne s'agit pas de répondre aux besoins pratiques des femmes et concevoir des fourneaux améliorés, des trucs comme ça pour dire on soulage. On soulage la souffrance. Il ne s'agit pas de soulager. Le problème se pose en termes de droits. Alors, très rapidement, nous avons dit, notre vision, c'est que cette société démocratique doit rimer avec reconnaissance et respect des droits des femmes. Et c'est ainsi que nous y sommes engagés en mettant la question de la participation aux prises de décision politiques et la question de la participation égalitaire des hommes et des femmes aux prises de décision
au cœur de notre action. Alors vous imaginez, pendant que je sensibilisais les femmes, pendant qu'on a formé, on a formé des promotions et des promotions de femmes sur la question des droits, et les parajuristes femmes que nous avons formées sont encore sur le terrain aujourd'hui, un peu partout au Togo, en train d'assister les femmes dans leurs difficultés. Alors pendant que moi, je leur parlais de la nécessité de sortir du carcan dans lequel les enferment nos traditions, qui veulent que ce soit les hommes qui participent à la prise de décision, pendant que les femmes sont cantonnées dans la sphère domestique à s'occuper de tâches de reproduction, eh bien, nous leur disons, vous devez sortir de ça. C'est une question de développement, une exigence de développement. On ne peut pas se laisser confiner dans ces rôles-là. Alors, le débat est en cours, et moi, ces femmes-là vont entendre dire que dans le parti dans lequel je me suis engagée, eh bien, le choix est tombé sur moi pour être candidate du parti à l'élection présidentielle et que je me suis débinée. Quelle crédibilité aurais-je? C'est là que j'ai compris que c'était un devoir que j'avais au regard des femmes togolaises d'accepter de représenter mon parti politique à l'élection présidentielle. Vous avez eu surtout qu'on n'a pas à rougir, je n'ai pas à rougir. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été soutenu par vos sœurs à ce moment-là, en 2010? Je ne me faisais pas d'illusions, parce que les pesanteurs sociales, sociologiques et même politiques étaient telles que, eh bien, il ne fallait pas s'attendre à ce que ça prenne tout de suite. Et donc, oui, d'aucuns le disent, oui, vous n'avez pas été soutenu, mais je trouve ça normal et je n'en veux à aucune femme. Parce qu'elles ne sont pas libres. Elles ne sont pas libres. Il faut le changement de mentalité qui doit être opéré, il est en cours, même à ce jour. Ce changement, il n'est pas encore totalement opéré. Et je souris des fois quand je pense à la réaction des uns et des autres en politique au sujet de la femme que je suis. Je me dis, c'est très bien. Heureusement que je sais là où je vais. Heureusement que je sais ce que je fais. Et je mets un point d'honneur à faire en sorte que personne ne puisse me dire, regardez là, elle n'est pas capable, une actrice politique valable parce qu'elle est une femme. Ce point d'honneur-là, je m'efforce à faire en sorte qu'il soit honoré, à ce qu'il soit gardé. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, ces gens-là qui font ces genre de déclarations? Aujourd'hui, on a vu que les femmes occupent des postes considérables, que ce soit au niveau du gouvernement, mais c'est à ce moment qu'on voit que la vie devient de plus en plus chère et difficile pour les Togolais. Est-ce que ces Togolais qui disent que vous ne pouvez rien faire plus que les hommes, n'ont-ils pas raison, Madame Adiamabo? Ils n'ont pas raison dans l'absolu. Ils n'ont pas raison dans l'absolu parce que les femmes qui sont actuellement au pouvoir au Togo n'y ont pas accédé dans les conditions et dans un contexte qui leur permettent de montrer la différence. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discutais de ce sujet avec une militante des droits de la femme africaine, et je disais, mon Dieu, pourvu, on a l'impression que le terrain, il a été miné, et que désormais, les gens auront un argument imparable à développer quand on va leur parler de la plus-value que les femmes pourront apporter en politique. Cet argument, c'est de dire, on a vu ce que c'est. Oui.
On a vu ce que c'est. On a mis je ne sais combien de femmes au gouvernement au Togo. Nous ne voyons pas ce qu'elles ont apporté de spécifique. Mais je pense que nous saurons expliquer. Nous saurons expliquer parce que je le dis souvent, dans l'idéal que nous avons, nous qui nous battons pour les droits des femmes, il ne s'agit pas pour elles d'aller en politique pour se couler dans le moule des hommes, mais de faire en sorte que, en tant que femme, ayant une autre sensibilité et une sensibilité plus orientée vers les besoins et vers les intérêts des membres de leur famille. Et donc, quand on arrive au niveau national, les besoins et les intérêts des populations, elles ont le devoir, leur premier devoir, c'est de faire en sorte que ces besoins, ces intérêts-là soient pris en compte. Et s'il en est ainsi, eh bien, normalement, les femmes n'ont pas leur place dans un gouvernement avec un régime qui ne respecte pas les droits fondamentaux de l'homme. Un régime qui ne respecte pas la démocratie. Un régime qui n'est pas tourné vers la justice, parce que le combat pour les droits des femmes est aussi un combat pour la justice. Et donc, elles n'ont pas leur place là-bas. Une fois qu'elles s'égarent en y entrant, ça veut dire qu'elles sont d'une autre trempe. Il y a des femmes hommes. Hein. Oui. Oui. C'est-à-dire... Des femmes Amazon non, c'est-à-dire que des femmes qui pensent comme des hommes, qui sont plus tournées vers leurs intérêts, vers la réussite, vers la carrière, et qui ne pensent pas forcément qu'elles ont une mission à accomplir avec leur sensibilité de femme. Bon, si elles ont la même sensibilité que les hommes, on n'y peut rien. On ne peut rien. On n'y peut rien. Les droits des femmes aussi, madame, vous l'avez évoqué, ils sont quand même annoncés au lendemain du 5 octobre 90. Outre les droits des femmes, on a aussi vu les droits, la liberté d'expression, de manifestation. Le multipartisme était aussi exigé à ce moment-là, le 5 octobre. Madame, 32 ans après, c'est vrai que cette histoire n'est pas quand même très loin de vous, votre formation politique, la CDP, on va en revenir. Mais globalement, 32 ans après, sur le plan populaire, que peut-on retenir globalement sur le plan politique? Est-ce que les choses ont tellement évolué? Les exigences de la jeunesse en ce temps-là? Je constate que le du MO5 qui dit il ne faut pas confondre ces difficultés-là avec un échec. J'ai beaucoup aimé. Et j'ajoute que c'est un processus, un long processus, assez difficile, pénible par moments, mais pour rien au monde, nous ne devons baisser les bras. Et je dis aux jeunes qu'on a étouffé, dont on a étouffé la voix aujourd'hui, je les renvoie à l'esprit de sacrifice de leur père à l'époque. Sans la contribution des jeunes, le 5 octobre n'aurait jamais eu lieu. Et rien ne se fait sans sacrifice. Personne ne le fera à notre place. Et quand aujourd'hui j'observe le regain de prise de conscience et d'éveil que nous avons un peu partout en Afrique, moi je me dis, rien n'est perdu. Je ne suis troublé en rien. Il y a encore de l'espoir il faut continuer. Et ces jeunes-là, c'est vrai, madame, ces jeunes-là sont de la CDP à ce moment qui ont été au cœur de cette revendication du 5 octobre. Et la date est une date mémorable au-delà du peuple togolais dans l'agenda de la CDP. À chaque année, vous marquez de votre manière cette journée. Cette année, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, vous faites bien de poser la question parce que vous n'avez pas vu de communiqué de la CDPA. Eh bien, il ne faut pas faire tout le temps les mêmes choses. Alors, ce que nous avons fait cette année, nous avons eu la veille un comité directeur.
un comité directeur du parti qui nous a permis de faire le bilan de la lutte que nous menons, surtout en insistant sur cette phase actuelle, en analysant ce qui s'est passé au Burkina et ce qui se passe au Mali. Depuis, nous avons pris le temps d'analyser tout ça, de faire un rapprochement avec notre situation et tout naturellement, nous avons décidé que le 5 octobre, là, ce que nous ferons, nous enverrons nos camarades rendre visite symboliquement aux enseignants détenus à la prison civile de Lomé. Et donc, aller leur rendre visite avec un geste symbolique du parti. Et vous avez vu comment, pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui fait les choses. Et donc, le lendemain, ils y sont allés. Ils y sont allés. Et pendant qu'ils faisaient les formalités pour rentrer, voir nos camarades, les enseignants emprisonnés, qu'on peut considérer comme des camarades, parce qu'ils mènent le même combat que nous, eh bien, les voilà qui arrivent. Et qui disent, ah, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez nous chercher? Et c'est là qu'ils se sont vus. Si on a vu les premières photos sur les réseaux sociaux, c'est avec les responsables de la CDPA, concrète, quand même. absolument, de manière concrète, dans le recueillement, la réflexion que nous avons voulu commémorer le 5 octobre 2022. La CDP et sa jeunesse, parce que, comme on dit, c'est un parti qu'on considérait comme le parti des intellectuels, entre griffes, des cadres, des professeurs, des ingénieurs. Est-ce que la jeunesse a encore une place au sein de la CDP actuellement? Oh, je peux dire que c'est l'un des partis au sein desquels il y a davantage de débats. Qui dit jeunesse dit débat. Et un parti qui fait une grande place à sa jeunesse, parce que nous connaissons, nous mesurons à sa juste valeur la contribution des jeunes au développement d'une société. Et donc, les jeunes sont là. Maintenant, si vous me demandez que font les jeunes de la CDPA, pourquoi ils ne refont pas comme au début des années 90, je vous dis, c'est difficile de refaire exactement la même chose. Mais il appartient aux jeunes. Il appartient aux jeunes de trouver le moyen de libérer leur pays et de refonder ce pays-là pour que nous vivions tous dans une société plus juste, une société qui fait place à tout le monde. Mais je vous dis, on fait tout pour empêcher cette jeunesse de reprendre encore cette responsabilité. Elle a faim, elle fait partie de ceux qui ont faim. On passe du temps à leur faire un lavage de cerveau, à leur faire comprendre que la politique, ça ne rapporte rien, on n'y gagne rien, il vaut mieux s'occuper de son avenir. Mais le paradoxe, c'est que dans le même temps, on ne crée pas les conditions, on ne met pas les moyens à leur disposition pour que ces jeunes-là puissent construire leur avenir. Et c'est là où c'est cette contradiction qui finira par ramener les jeunes à la raison et ils comprendront que laisser de côté la manière dont les affaires de leur pays sont gérées et ne s'occuper que de sa petite vie, de son avenir à soi, ils finiront par comprendre que c'est une erreur et qu'en réalité, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Ce n'est pas parce que
Je tiens à dire mon mot en tant que citoyen, dans la manière dont on gère mon pays, que du coup, je ne peux plus construire mon avenir. Il n'y a pas incompatibilité. Au contraire, il faut se battre pour que les conditions soient créées pour que chaque jeune ait les mêmes chances, les mêmes opportunités de construire son avenir. Ce qui n'est pas le cas en ce moment où on promet, il y a beaucoup de projets. On fait miroboler, mais attendez. Dernier aspect de ce sujet sur le 5 octobre, Madame Adjamagbo, comme vous venez de le dire, le mouvement patriotique du 5 octobre, le M5 a sorti un communiqué à la date du 32e anniversaire de ce soulèvement. Eloi Koussao, le coordinateur général de ce mouvement, pour lui, la flamme du 5 octobre a baissé d'intensité, mais ne doit pas s'éteindre. 32 ans après, le mouvement constate que les arrestations et emprisonnements continuent. Il a évoqué le cas de Jean-Paul Oumoulou, de Djimon Oré. Madame, j'aimerais savoir comment vont ces messieurs Djimon Oré et Jean-Paul Oumoulou aujourd'hui en détention. Mais écoutez, vous aurez remarqué qu'à chaque sortie, cette question-là des détenus politiques est évoquée. Et nous nous sommes réjouis de ce que les 3 enseignants aient été libérés. Mais qu'en est-il alors des élèves qui n'ont pas leur place en prison? C'est des jeunes qui ont pour devoir d'État, c'est-à-dire moi, ce que mes parents me disaient, je me souviens ce qu'ils nous disaient, votre devoir d'État là, c'est d'aller à l'école. Allez à l'école, instruisez-vous, fini. C'est ce qu'on nous disait. Mais ces jeunes-là, aujourd'hui, on les emprisonne. Alors qu'ils étaient au lycée, on les a enlevés de leur salle de classe pour les mettre en prison. Mais quelle société peut évoluer avec ça? Quel genre de dirigeants avons-nous donc? Est-ce qu'ils sont là vraiment pour les intérêts de ceux qu'ils dirigent? On corrige comme ça un enfant dont on estime qu'il s'est mal comporté. Un enfant s'est mal comporté, alors il faut gâcher son avenir. Quel genre de père de famille ou de mère de famille sommes-nous? Quel genre? Et il y a des femmes dans ce gouvernement qui savent comment c'est difficile de mettre au monde un enfant. Comment c'est difficile au quotidien de les inscrire à l'école, de faire face à leurs frais de scolarité, les entretenir et qu'ils avancent d'étape en étape jusqu'à un certain niveau. Et on se tait sur ces enfants-là qui sont en prison. Parlons de la centaine d'autres prisonniers. Vous avez cité Jean-Paul Oumoulou, Djimon Oré. Attendez, on est chef de parti dans un pays. On ne peut plus parler. Parler devient un risque. Parler devient un risque. Avant de venir ici, j'ai prié mon Dieu. Je lui ai dit, mets dans ma bouche ce que tu veux que ton peuple entende pour le bien de ce pays. C'est comme ça que j'en arrive à me libérer de la peur et à dire, eh bien, ce que tu dis, tu le dis parce qu'il faut le dire. Sinon, en tant que chef de parti politique, vous ne pouvez plus intervenir sans courir le risque d'être arrêté, emprisonné et regardé, condamné pour 30 mois, je crois. Prenons le cas d'Oumoulou. C'est tellement inacceptable sur le plan de la démocratie. Nous disons être un pays démocratique, que même des structures externes au Togo demandent sa libération et ont demandé la libération de tous les détenus politiques. Mais
ça ne dit rien. Pour le cas Omolou, À qu'est-ce ce qu'on lui régime. reproche concrètement, Mme Adiamagbo? Mais ce qu'on lui reproche apparemment, ce sont ses propos. C'est des propos qu'il a tenus. Mais est-ce que c'est suffisant? On reconnaît que c'est une question de sensibilité des acteurs. Il y a des gens il y a plusieurs manières de dire les choses pour faire passer la pilule. Peut-être que il est si direct que ça heurte. Mais si ça heurte, c'est vraiment pour que ça heurte les consciences et que les consciences changent. Ce n'est pas pour endurcir les consciences. C'est pour qu'elles changent, qu'elles évoluent. Et Jean-Paul Omolou ne parle pas pour faire mal dans l'absolu. C'est sa contribution aussi au changement, à la transformation de notre société. Vraiment, quand on fait ce constat-là, 32 ans après le 5 octobre, on se dit nous avons affaire à un régime qui est un régime têtu. Un régime qui ne prend pas la mesure des aspirations profondes des Togolais à vivre dans une société démocratique. Ça arrivera! Ça arrivera de toute façon parce qu'on ne peut pas continuer à résister indéfiniment à la volonté d'un peuple. Alors, pourquoi ne pas se dire, après tout, écoutons ce peuple et contribuons ensemble à faire de notre société une société où il fait bon vivre. C'est de ça qu'il est question. Madame, au-delà de cette situation, est-ce que la responsabilité de l'opposition aussi n'est pas engagée dans cette lutte-là? 32 ans après, si les choses restent en l'état actuel, vous aussi, vous devez quand même évoquer vos responsabilités. On a vu aussi vos démarches, on a vu aussi les erreurs de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas temps pour vous aussi de faire table rase et de savoir concrètement là où vous avez tout trébuché? Nous devons apprendre de nos erreurs. Oui. Et nous apprenons de nos erreurs tout le temps. Mais nos erreurs n'excusent pas l'entêtement du régime à vouloir maintenir une gouvernance qui ne répond pas aux aspirations des concitoyens. Le Togo nous appartient tous. Le Togo nous appartient d'abord aux Togolais. Et donc, il faut écouter les Togolais. Et ce que les Togolais veulent aujourd'hui, ils veulent être gouvernés autrement, justement. Je sais qu'on parle dans le régime de gouverner autrement. Oui. Mais nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu en termes de gouvernance qui soit autre que ce qu'on a l'habitude de voir. Rien de pareil ne s'est produit. Alors, est-ce qu'on va tout le temps s'en tenir au slogan pour tromper, pour flouer, pour manipuler les Togolais? Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Quand on est à la tête d'un pays, la boussole que l'on doit avoir, c'est que veulent mes concitoyens? Que disent mes concitoyens? Mais on a l'impression que nous avons affaire à un régime qui se maintient, qui ne contribue pas à changer vraiment la société. Tenez, parlons d'un pays comme le Rwanda. Chacun sait, aujourd'hui, il y a énormément de progrès au Rwanda. Mais nous sommes de ceux qui disent ce n'est pas un pays démocratique. Et si on en convient que celui qui a la tête de ce pays
fait des efforts Le énormes président Paul Kagame. pour lutter contre la corruption, pour faire en sorte que tous les concitoyens convergent vers le développement du pays qui est transformé en effet. Les visiteurs sont tous les jours. Quelqu'un me disait, si vous quittez le Rwanda pendant 3 mois et que vous y retournez, mais vous ne reconnaîtrez plus les quartiers que vous connaissiez très bien. C'est dire que le pays, on transforme, on agit au quotidien. Et pourtant, ce n'est pas un régime démocratique. Et le défi qu'il y a à relever là-bas, c'est de pérenniser ce qui s'est construit. Parce qu'il ne s'agit pas de la rigueur, on apprécie, mais la peur. La peur. Arriver à transformer un pays par la peur, eh bien, le jour où vous ne serez plus là, on se demande ce que va devenir ce que vous avez réussi à faire. C'est ça. Mais ici, au moins là, on voit qu'il y a une dictature, mais on change le pays. Aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le Togo, enfin, n'ont plus mis pied au Togo depuis plusieurs années, et qui reviennent, j'en ai discuté avec une personne cette semaine même qui me dit, on a même l'impression que le pays a vieilli. Quand on voit l'aspect de Lomé, ça n'a pas l'aspect d'une ville. Vous voyez des vieilles maisons et les gens ne peuvent même pas faire la peinture de leur clôture. Tout est en décrépitude. C'est des indicateurs de pauvreté, d'appauvrissement. Des indicateurs d'appauvrissement. Mais quand on se maintient à la tête d'un pays, au moins il faut utiliser les ressources pour construire le pays. Retro 7, c'est aussi l'actualité dans la semaine. Cette semaine a été marquée au Togo par plusieurs activités. Le condensé, c'est avec Hervé et c'est en 5 bonnes minutes. Et on va revivre ce qui s'est passé au Togo cette semaine. Occupation illégale des emprises de route. Le gouvernement Conseil des ministres mardi a voté 2 projets de décret pour limiter les tailles dans la logique de modernisation du réseau routier national. Ces 2 projets, qui feront l'objet d'une étude en 2e lecture, permettront de répondre aux défis auxquels le gouvernement est confronté dans l'exécution de ces projets d'infrastructures routières et de proposer des approches de solutions. Professeur Akoda Iwadan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, une stratégie est mise en mouvement par l'État. Cette stratégie s'articule autour d'une communication importante à l'endroit des riverains des emprises pour indiquer tout simplement que dès lors que l'information est communiquée relativement à l'emprise publique, tout individu qui occuperait de façon illégale cette emprise-là se verra déguerpir de cette emprise-là. Et on a déjà eu des situations où des personnes qui ont occupé illégalement ces emprises ont sollicité un dédommagement ou le versement en tout cas d'une certaine somme avant de déguerpir. Ce qui est sûr, c'est que désormais l'État prend ses responsabilités. 5 octobre 1990, 5 octobre 2022, cela fait 32 ans que les Togolais se sont levés pour exiger plus d'espace de liberté. Les manifestants avaient un seul message, celui de mettre un terme à leur mal-vie qui s'exprimait à travers le chômage endémique. Plus de 2 décennies après le débat sur les questions de liberté, notamment de manifestations politiques, reste d'actualité. Autre événement, ce 5 octobre, le corps enseignant du monde entier a célébré la Journée mondiale des enseignants. Une journée initiée par l'UNESCO depuis 1994 pour commémorer la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966. Au Togo, les 8 fédérations des enseignants et la Coalition nationale de l'éducation pour tous ont marqué ensemble cette année cette journée par diverses activités. L'initiative est à l'actif de la Fédération des syndicats de l'éducation nationale FESEN. Moussimé, sinon secrétaire général de la FESEN. La transformation de l'éducation commence par les enseignants. Nous entendons par là le rôle primordial que revient à l'enseignant dans la vie sociale pour toutes les valeurs, que ce soit dans nos pays ou bien ailleurs. C'est l'enseignant qui les incarne, c'est l'enseignant qui les transmet. Donc, le thème de cette année voudrait qu'on puisse accorder plus d'importance aux enseignants, qu'on puisse les former, qu'on puisse mettre à leur égard des budgets
très important pour les formations et pour leur bien-être aussi. Enseignants, parlons-en encore. Les 3 responsables du syndicat des enseignants du Togo s'est arrêté le 8 avril dernier ont retrouvé la liberté mercredi. Ces 3 enseignants grévistes avaient été arrêtés pour avoir incité les élèves à la révolte par des promesses et menaces. Il s'agit de Joseph Toyou, secrétaire régional du 7, Kossi Kankossi, secrétaire général adjoint du 7, et de Ditolga Sambara Bayamina, délégué préfectoral du 7. Une joie pour l'un des avocats, Maître Paul Dodiapevon. Lorsque vous défendez quelqu'un qui sort de prison, c'est une joie immense, surtout dans un dossier où nous estimons, avec conviction d'ailleurs, compte tenu des éléments du dossier, que ces gens-là n'ont rien fait. Ils n'ont voulu faire que ce que la loi leur permet de faire, jouir de leurs droits en tant que membre d'un syndicat. Au Togo, c'est trop facile. On inculpe quelqu'un, on lui demande de prouver son innocence. Alors que celui qui poursuit, c'est lui qui doit prouver que vous avez commis les faits pour lesquels on vous poursuit. J'avoue que ce que ces gens-là ont enduré jusqu'à maintenant, c'est injuste, c'est une liberté provisoire. La deuxième session extraordinaire de l'année 2022 du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est ouverte lundi à Lomé. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djibodi Tchegan, qui a présidé les travaux au nom du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Pendant 5 jours, les présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement et du corps diplomatique et consulaire ont examiné le projet de budget du Parlement communautaire au titre de l'exercice 2023. C'est demain dimanche 9 octobre que prend fin dans la ville d'Aného le Festival international d'histoire FIA organisé par la Fondation Akereburu and Partners et la commune des Lacs 1. Pendant 4 jours, le peuple guinéen à travers ce colloque veut célébrer et revisiter son histoire. Les eaux qui font l'histoire de la cité tricentenaire qu'est Aného, c'est le thème retenu pour cette édition. Kayi Dogbe, membre du comité d'organisation du FIA. C'est un devoir de mémoire pour nous les natifs du milieu pour échanger sur les sujets d'actualité, nous rappeler de notre histoire aussi pour les générations présentes et futures. Nous avons voulu faire une triple reconnaissance. Une reconnaissance d'abord à notre ville d'Aného qui nous a fait don de ces belles âmes qui, par leur audace et leur parcours inspirant, ont su donner un peu de ce qu'ils ont à leur génération. L'ONG OADEL, Organisation pour l'alimentation et le développement local, dans le cadre du mois du consommé local initié par le gouvernement togolais, qui est à sa 3e édition cette année, a annoncé mardi à Lomé plusieurs activités pour la circonstance. Au programme, le lancement d'une chaîne YouTube consacrée à l'apprentissage des mains togolais. Merci à Eve Essay pour la synthèse de l'actu de la semaine. Madame, Monsieur, nous revenons ici avec notre invitée, Madame Brigitte Adiabagbo Johnson, la secrétaire générale de la CDPA, également coordinatrice générale de la dynamique. Monseigneur Poirou, Madame, vous venez de l'annoncer, les 3 enseignants ont été libérés, mais une liberté provisoire. Seront-ils réintégrés dans la fonction enseignante? C'est aussi la grosse interrogation, mais selon nos informations, rien n'est encore sûr. Ce que je voulais commencer à dire, c'est qu'ils ont été vraiment exemplaires. Ils ont été exemplaires et j'ai compris qu'ils ont tenu parce qu'ils ont la conscience du devoir bien accompli. La conscience qu'ils ne font rien de mal, mais qu'au contraire, ils contribuent à améliorer leur société et ils ont accepté de faire ce sacrifice-là, en restant en prison. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on ne les a pas sentis du tout dépéris. Et pour moi, ces enseignants sont un modèle à suivre en termes de sacrifice qu'il faut nécessairement consentir pour que demain, nous vivions tous dans un Togo meilleur. Maintenant, vous le dites, on les a libérés. Le tout n'est pas de les avoir libérés. Il faut les réintégrer dans leurs droits. Leurs activités sont des activités syndicales. Mais ce qui est curieux, c'est que au Togo, vous êtes dans un régime où, quand vous menez des actions qui sont des actions les plus légales, au fond, on arrive toujours à retourner la loi contre vous
pour démontrer que vous êtes dans l'illégalité et vous punir. Ce n'est pas normal. Il faut très rapidement, ils sont en liberté provisoire, il faut que cette affaire-là soit vidée. Il s'agit de pères de famille, il faut qu'ils retrouvent leurs activités. Et c'est le lieu de mentionner aussi leurs collègues, la centaine de collègues renvoyés aussi dans les conditions que nous avons tous vues de la fonction publique. Finalement, ce n'est pas bien. À un moment où toutes les sociétés ont besoin de cohésion sociale, dans un monde plein de défis, de menaces pour les pays, eh bien, les dirigeants cherchent à construire cette cohésion sociale-là. Ici, nous l'entendons aussi dans le discours de ceux qui sont à la tête du pays. On parle de cohésion, mais est-ce que ça se décrète? Est-ce que ce n'est pas à travers des actes qu'on pose au quotidien pour régler les problèmes, minimiser au maximum les frustrations, qu'on arrive à constater cette cohésion sociale-là dans les faits? Et donc, c'est un appel que je voudrais lancer. Un appel que je veux lancer, ça participe aussi de la recherche de la cohésion sociale que d'aller jusqu'au bout de ce dossier judiciaire-là, de vider ce dossier, de faire en sorte que les enseignants retrouvent leur place, d'autant plus qu'on en a besoin. On en a besoin. On n'a jamais reproché à ceux qui ont été emprisonnés ou licenciés d'être de mauvais enseignants, d'avoir mal fait leur travail. On ne comprend rien. Donc, c'est ça l'attente. Et moi, je suis beaucoup les Togolais qui interviennent sur les médias, dans les émissions interactives. Et vous ne me démentirez pas que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Togolais aujourd'hui. Et ce que je remarque, c'est surtout les femmes, même les femmes, chez vous comme ailleurs, chez vos confrères. Les gens interviennent et disent, ce problème-là des enseignants, il faut le finir régler. avec... Alors quand on est à la tête d'un pays, est-ce que le premier devoir, ce n'est pas d'écouter ceux qu'on dirige? Ce n'est pas de les écouter. La suite de ce débat, de ce rétro 7 de ce samedi 8 octobre 2022 avec la coordinatrice générale de la dynamique, Monseigneur Podro, la secrétaire générale de la CDPA, Mme Brigitte Kafio Adamago Johnson. On va prendre à présent les nouvelles de la DMK. Madame, comment se porte la dynamique, Monseigneur Podro, aujourd'hui? La dynamique, Monseigneur Podro, se porte très bien, comme un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société civile qui se battent et qui portent aujourd'hui les aspirations profondes des Togolais. J'imagine que vous me posez cette question-là parce que vous sentez sans Reste-t-il encore de ce regroupement? Il y a, justement, moi, je sais qu'il y a des acteurs, à commencer par le régime, qui souhaitent que ce regroupement-là vole en éclats, qui prient tous les jours pour que ça arrive. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne le souhaitent pas, ils ne veulent pas que ça arrive pour le bien du pays, mais pour leurs propres intérêts privés. Est-ce que ce n'est pas seulement le nom qui est là? S'il s'agit de partis politiques, ils voient poindre à l'horizon des élections. Ils se disent, ceux-là, il ne faut pas qu'ils aillent à ces élections, qu'ils existent et qu'ils puissent aller à ces élections. Sinon, on est foutu. Et donc, du coup, on fait tout ce qu'on peut pour faire éclater l'ADMK. Et je voudrais leur dire qu'ils n'ont pas de chance.
Ils n'ont pas de chance parce que malgré toute la misère qu'on fait à la DMK, malgré toutes les tentatives pour que le regroupement soit divisé, eh bien, nous sommes là. Nous avons tenu le 24 septembre dernier, on n'a pas voulu faire du bruit. On a tenu un séminaire d'une journée où nous avons réfléchi profondément à la vision de notre lutte. Nous avons relevé nos faiblesses pour voir comment rapidement renforcer la DMK pour qu'elle continue sa lutte aux côtés du peuple togolais. Nous le ressentons comme un devoir moral. Aujourd'hui, après 32 ans de cheminement, nous ne sommes pas si légers que ça pour abandonner le travail que nous faisons. Entre-temps, vous avez annoncé des meetings. Où en est-on aujourd'hui? Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'un des fruits de cette réflexion, c'est que nous reprenons nos activités. Et cette semaine même qui vient, vous nous entendrez. Nous écrirons aux autorités pertinentes pour faire savoir que personne n'a intérêt. Personne n'a intérêt à maintenir le pays dans cette léthargie. On se trompe si on pense avoir tout étouffé, avoir étouffé les aspirations au changement. On se trompe. On ne peut pas confisquer la liberté de manifestation indéfiniment. Et surtout qu'on le fait pendant que soi-même, on suscite des manifestations culturelles, sportives et autres. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et des fois, je me demande comment ce régime peut penser que par des artifices, par la peur, par tout ce qu'ils utilisent comme subterfuge pour faire taire les gens, comment ils peuvent penser que c'est quelque chose de définitif, qu'ils ont éteint, les aspirations profondes des Togolais. C'est se tromper, c'est se mentir, et c'est perdre du temps au Togo. Donc, cette semaine, merci de nous poser la question. C'est à vous que je donne la primeur de cette information. Nous écrivons au ministère pertinent pour reprendre les manifestations publiques, nos activités publiques. Nous avons besoin d'avancer. Le Togo a besoin d'avancer. Est-ce que ce qu'on souhaite pour le Togo, c'est ce que nous avons vu au Burkina? Non. Ou c'est bien, au moins on se dit, le statu quo a bougé, mais on va vers l'inconnu. On ne sait pas comment le pays va retomber sur ses pieds, hein, et retomber positivement sur ses pieds pour que les citoyens soient satisfaits. Enfin, pourquoi veut-on en arriver là? Et quand ça se produit, on s'agite. On s'agite. Je vois que vous avez prévu qu'on discute de la CEDEAO. Je ne sais pas si nous reste encore beaucoup de temps. On va l'évoquer quelque part. Pour vous répondre, je sais que dans le rang du régime, et même dans le rang de ceux qui prétendent être, qui sont censés être des opposants, on souhaite l'éclatement de la DMK. Mais je voudrais dire que ce n'est pas pour demain. Ce ne sera pas pour demain. Tant nous accomplirons
notre mission. Madame, Voilà. ce qui est inquiétant dans l'opinion, c'est le silence qu'on observe au niveau de l'opposition après la présidentielle du 22 février 2020. Vous avez de la peine à relever la tête, vous l'opposition, alors que les échéances à venir s'annoncent à grands pas avec l'année prochaine, avec les régionales d'autres scrutins qui s'annoncent. Mais aujourd'hui, comment vous préparez tout ça au sein de l'opposition? D'abord au niveau de la DMK. Au niveau de la DMK, nous maintenons le cap sur le combat que nous menons. Vous avez évoqué les échéances à venir. Mais les échéances électorales, elles font partie de la problématique complexe de la vie politique du Togo. Elles font partie de ce qui fait que le Togo n'avance pas et qui justifie la position de la DMK, qui est que les élections du 22 février 2020 sont une opportunité nationale. Nous ne devons pas les lâcher. C'est une opportunité pour résoudre définitivement ces problèmes qui sont des problèmes chroniques auxquels nous sommes confrontés. Mais s'il faut s'accrocher à ça, les trains des autres élections partiront encore sans vous, madame. Pourquoi vous regardez toujours dans votre viseur? Mais de quelles élections vous parlez? Des élections problématiques. Nous disons que nous maintenons le cap pour régler l'ensemble des problèmes. Donc, nous voulons traiter le tout. Vous me parlez d'une partie. Ça sert à quoi? Quand vous n'avez pas trouvé la solution de courir pour mettre l'accent sur une partie pour vous retrouver face au même problème. Donc vous avez encore la conviction que c'est d'actualité, la revendication de la présidentielle d'avril 2022. Ce que représente l'élection présidentielle du 22 février 2020, ce sont les aspirations profonde des Togolais à aller vers l'alternance. Ça reste une référence récente, la plus récente pour mener ce combat vers l'alternance. C'est pour ça que nous disons qu'il y ait des échéances électorales en vue, cela ne remet pas en cause notre vision qui est de faire en sorte que cette victoire déposée par le peuple dans les urnes, c'est ce désir profond d'alternance exprimé de maintenir le cap pour que ça se concrétise. Ce dont les populations, les peuples ont besoin en Afrique, c'est une transformation profonde. Nous savons que la problématique est complexe. Il y a des facteurs exogènes que nous prenons en compte. Aujourd'hui, il est de plus en plus clair pour tout Togolais, pour tout concitoyen, que le problème étant complexe, nous ne devons pas faire face uniquement au régime qui est là et qui ne veut pas le changement. Ce n'est pas lui à la limite, il n'y a pas que lui. Au-delà de ce régime, nous devons aller et chercher à résoudre les problèmes en profondeur, c'est-à-dire ce régime qui est au service d'un plus puissant, eh bien, il ne peut pas changer si nous n'arrivons pas à faire en sorte de concert avec tous les peuples africains pour que cette donne-là d'hégémonie d'une puissance et d'exploitation des peuples et de leurs ressources au profit de leur propre peuple change. Donc vous comprenez que le problème est complexe. Donc si vous nous suivons bien, sans ces reliquats solidaires de la présidentielle de 2020, vous ne serez plus aux prochaines élections qui s'annoncent. Il faut créer les conditions pour que les élections aient un sens et créer les conditions pour que les élections
ait un sens, ça commande qu'on garde le cap. C'est ce que vous faites. Sur le combat que nous menons. Ce n'est pas un combat pour arriver à une situation qui est une situation de replâtrage. Non. C'est à force de vouloir replâtrer les choses que nous avons mis 32 ans à ne pas pouvoir provoquer l'alternance au Togo. Vous ne trouvez pas qu'il est temps que on change notre façon de faire, de nous comporter face même aux échéances électorales pour que nous puissions arriver à cette transformation profonde à laquelle aspirent les Togolais. Et c'est la DMK et qui est l'espoir aujourd'hui. notre position à la DMK, c'est que nous nous battons pour un objectif donné. Nous maintenons le cap sur cet objectif-là et nous changerons les donnes et le moment viendra où les élections auront un sens. Participer aux élections aura un sens. Et ensemble, nous irons aux élections. Si on croit pouvoir résister et tout faire pour que rien ne change, nous sommes en politique. Il y a des stratégies, il y a des tactiques aussi. Mais nous disons, nous là, à la DMK, on ne veut pas participer à un débat sur faut-il aller aux élections ou faut-il ne pas y aller. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens maintenant. La dernière édition, c'est l'actualité sur le plan international. C'est l'affaire de Anani Kofi Védrakou, on va l'évoquer. Et puis le cas actuellement au Burkina Faso, la CEDEAO qui a trouvé un nouveau job. Que dire de ces coups d'État répétitifs de la sous-région? C'est l'affaire de Kofi Anani Védrakou. L'Organisation mondiale de la santé OMS a émis une alerte cette semaine concernant 4 sirops contre la toux et le rhume produits par un laboratoire indien. Le produit aurait causé la mort de 66 enfants en Gambie et serait distribué déjà dans d'autres pays. Une enquête est pour l'heure ouverte par l'OMS. En prélude à la COP27 prévue en novembre prochain en Égypte, une soixantaine de ministres de l'Environnement et experts se sont retrouvés pour les travaux préparatoires à Kinshasa en RDC. Les discussions qui portaient sur les négociations formelles de la COP27 ont pris fin mardi après 3 jours de travaux. Occasion pour la ministre congolaise de l'Environnement, Eva Bazaïba, de revenir sur la situation de l'Afrique. L'Afrique se trouve dans une situation de dilemme. Exploiter nos ressources et nourrir nos enfants et petits-enfants ou contempler ces ressources en laissant mourir nos enfants et nos petits-enfants de faim. Autant nous avons besoin de l'oxygène, nous avons aussi besoin du pain. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu son homologue togolais Faure Eswazina Gnassingbé jeudi à Abidjan. Une visite du président togolais qui, selon certaines sources, a fait le point sur l'état d'avancement de l'affaire des 46 soldats ivoiriens toujours en détention au Mali. Et les deux chefs d'État ont aussi discuté du dernier coup d'État au Burkina Faso. Et le Burkina Faso, justement, le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du putsch de vendredi dernier, a été officiellement désigné comme président de la République. Il va assumer l'intérim jusqu'à la désignation d'un président de la transition par les assises nationales. La constitution suspendue est finalement rétablie et s'applique à l'exception des dispositions contraires à un acte fondamental rendu public par les nouvelles autorités. Au lendemain de sa prise du pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une rencontre avec les directeurs généraux des différents ministères, a appelé chacun à se mettre au travail. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo, le désormais ex-président du Faso qui réside actuellement au Togo après sa chute, est revenu sur les conditions de sa démission dans une vidéo sur sa page Facebook. Il a saisi l'occasion pour souhaiter du succès aux nouvelles autorités du Burkina Faso. Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo. À l'endroit des nouvelles autorités du Faso, je leur formule mes vœux de succès. Je les invite à travailler, surtout à unir plutôt qu'à disperser. Je les invite à rester patriotes et intègres. Je les invite à porter haut les valeurs du MPSR et à porter leurs responsabilités comme un sacerdoce. Une mission conduite par le médiateur de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, a rencontré mardi le capitaine Ibrahim Traoré et les chefs coutumiers et religieux. À l'issue des échanges, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, au nom de la CEDEAO, a rassuré le peuple burkinabé. D'ores et déjà, je peux vous assurer que la CEDEAO restera aux côtés du peuple burkinabé, va continuer à accompagner le peuple burkinabé dans cette épreuve très difficile. Et puis cette semaine, c'est aussi le prix Nobel de la paix 2022 décerné jeudi au défenseur biélorusse des droits humains Ales Bialiatchi, à l'ONG Memorial et à l'organisation ukrainienne de défense des droits humains Santa for Civil Liberties. Ces trois lauréats, selon le comité Nobel, revitalisent et honorent la vision d'Alfred Nobel de la paix et de la fraternité entre les nations. Merci à Anani Kofi et Vigilacourt. Quelques minutes seulement devant nous. Madame Adamagbo, on a écouté aujourd'hui les militaires qui reviennent au pouvoir, la vie au Tchad, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, en l'espace de 8 mois. 2 coups d'État au pays des hommes intègres. Et vous avez écouté l'actuel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, qui veut aller vite et dans quelques mois, il veut laisser la place aux civils. Vous le croyez, ces militaires, dans leurs paroles? Mais ce n'est pas leur rôle. Chacun est d'accord. Ils ne sont pas à leur place. Mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment ils en arrivent là. Et malheureusement, on a beau être contre les coups d'État en principe, les coups d'État militaires en principe, eh bien, la situation de déficit démocratique, de gouvernance chaotique des dirigeants africains est telle que, eh bien, dans certains pays, ces militaires en sont arrivés à prendre leurs responsabilités. Et ça, on ne peut pas le leur reprocher. Mais ce qu'il faut, ce pourquoi il faut se battre, c'est que cette situation ne s'éternise pas. Il ne s'agit pas, dès qu'il y a un coup d'État militaire quelque part, de se lever pour dire « Ah non, on exige le retour à l'ordre constitutionnel ». De quel ordre constitutionnel parle-t-on? Ceux qui exigent ce retour, ceux qui combattent les coups d'État, ce sont ceux qui acceptent les coups d'État constitutionnels. Ce sont ceux qui acceptent les coups d'État électoraux. Et donc, je pense qu'on ne peut pas blâmer ces militaires qui prennent leurs responsabilités à un moment donné. Et moi, j'ai été sensible vraiment à leur discours parce que ils me sont apparus, quand vous les entendez dire comment ils en sont arrivés là au Burkina, je les entends dire, mais nous allons sur le terrain. D'abord, il y a une défaillance dans la logistique qui nous évite de ne pas nous faire tuer pour rien. Mais en plus, ils vous disent, quand vous arrivez dans un village, que vous observez les populations qui n'ont que leur peau
sur les eaux. Vous voyez les arbres qui sont sans feuilles parce que les populations ont tellement faim qu'elles ont déplumé les arbres. Attendez, des gens qui sont sensibles à cette situation, moi je les soutiens. Je les soutiens. Et vous pensez que lui va réussir? Il faut les encadrer, il faut les accompagner. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent réussir. Et moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Je suis convaincu que ces jeunes militaires ont compris qu'il faut se rapprocher du peuple. Il faut rechercher le soutien du peuple pour avancer. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. S'ils n'avaient pas créé les conditions pour que les populations puissent sortir et dire non, ceux qui résistent là et qui ne veulent pas partir, ce qui se passe va dans le sens de ce que nous souhaitons. Moi, je suis convaincu que dans la nuit du samedi à dimanche, il y aurait eu un contre-coup et que les forces qui ont intérêt à maintenir la junte exclue auraient tout fait pour les remettre en place. Et vous avez écouté l'ancien président nigérien Mamadou Issoufou qui a conduit une délégation de la CEDEAO. Tout le monde s'attendait encore à des sanctions de la CEDEAO à l'encontre de la nouvelle junte au Burkina Faso, mais il a dit qu'ils se mettent aux côtés du peuple burkinabé, qui vont les accompagner. Est-ce que vous êtes surpris de cette réaction de la CEDEAO? Vous savez, cette CEDEAO nous a tellement déçus qu'aujourd'hui, elle n'a plus... Nous avons vu comment les coups d'État électoraux, les coups d'État constitutionnels ont été entérinés et comment la CEDEAO se tait quand le peuple crie à l'aide. Alors aujourd'hui, cette même CEDEAO a quelle crédibilité pour dire il faut interdire, il faut combattre les coups d'État militaires. C'est elle qui a créé ces situations-là où on assiste à un recul énorme de la démocratie dans notre sous-région. Alors que la sous-région avait bien avancé sur ce plan. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup de pays regressent, rejoignent la situation du Togo, où nous en sommes encore à rechercher l'alternance, nous en sommes encore à faire en sorte que le suffrage déposé dans les urnes par les Togolais ait un sens et soit respecté. J'espère que, en tout cas, on ne se tait pas, on ne s'abstient pas de sanctionner le Burkina, tout simplement parce qu'on croit que le Burkina va faire allégeance et va s'inscrire dans cette logique-là d'une CEDEAO qui n'est pas là pour les peuples. Donc ce qui est là, c'est les nouveaux dirigeants du pays, pour l'instant, en ce qui me concerne, montrent qu'ils sont sensibles aux intérêts du peuple. Et vous savez, nous sommes arrivés à une situation où ceux qui sont à la tête de nos pays doivent comprendre qu'ils ne tiendront pas s'ils ne changent pas de cap, s'ils ne se soumettent pas à la volonté souveraine des peuples et s'ils ne gouvernent pas en donnant primauté aux intérêts de leur peuple. Ils ne tiendront pas, Gildas. Nous sommes dans une période où nous connaîtrons de grandes mutations. Ne tiendront que ceux qui se seront convertis. Et ils ont intérêt à se convertir pour partir par la grande porte et rendre service
à leur peuple. Cette même CEDEAO n'était pas tendre avec Assimi Goïta au Mali. On a vu ce qui se passe jusqu'au jour d'aujourd'hui où le pays a essuyé quand même des tirs entre griffes de la part de l'institution sous-régionale. Comment vous avez vu la CEDEAO dans le traitement de dossiers maliens? Naturellement, c'est avec un désaccord total. On n'est pas du tout d'accord avec les positions de la CEDEAO vis-à-vis du Mali. Aujourd'hui, le Mali, la situation du Mali redonne un regain d'espoir aux peuples africains. C'est toute l'Afrique qui suit le Mali. Hein. Et les Africains accompagnent même le Mali. Et notre espoir est que le Mali réussisse et que le Mali serve d'exemple. Le Mali n'est plus seul aujourd'hui. Et ceux qui sont dans une posture de le combattre, ils ont intérêt à revenir à la réalité et à se rendre compte que le statu quo ne peut plus être maintenu. Les Maliens veulent que la souveraineté de leur peuple soit reconnue et que les dirigeants, qu'ils tirent leur légitimité de la conformité aux aspirations de leur peuple. Et en cela, le Mali montre la voie à tous les dirigeants, tous les autres dirigeants. Ils ne survivront pas. Peut-on dire que c'est une nouvelle Afrique qui se réveille? Absolument, c'est une nouvelle Afrique. Et dans ce contexte mondial où on est à la recherche d'un nouvel équilibre, eh bien, c'est normal que l'Afrique aussi se réveille pour arriver à retrouver une certaine place dans le monde futur qui ne sera qu'un monde, en tout cas ce ne sera pas un monde unipolaire, mais un monde où il y aura plusieurs pôles de décision et où il y aura un équilibre qui sera salutaire pour tout le monde, parce que au fond, ce qui se passe n'arrange même pas non plus les peuples du Nord, c'est-à-dire les citoyens de ces grandes puissances-là qui veulent absolument maintenir leur hégémonie, maintenir une situation dans laquelle leur prospérité est bâtie sur l'exploitation et l'assujettissement d'autres peuples. Mais attendez, l'heure pour le grand réveil a sonné. Et c'est avec bonheur que j'observe ce tout qui ça. se passe. Et je me dis, on ne s'est pas battu pour rien. On ne s'est pas battu pour rien. Au Mali, toujours, la situation entre Bamako et Abidjan est polluée depuis juillet dernier par la détention à Bamako au départ 49 militaires, parce que 3 femmes ont été libérées grâce à la médiation du Togo dans ce dossier-là. Madame Adjamabo, vous, en tant que politique, vous voyez ce qui se passe entre Abidjan et Bamako par rapport à ces militaires 46 actuellement en détention et le rôle que joue le Togo dans ce dossier. Docteur, comment vous analysez ce qui se passe? D'abord, concernant le rôle que joue le Togo, oui, on ne peut pas reprocher au Togo de vouloir agir pour la paix dans notre sous-région. Mais ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas balayer sa propre maison pour prétendre, c'est-à-dire, à jouer ce rôle. Il faut être soi-même exemplaire. C'est-à-dire, il ne faut pas imposer une paix dans la chaleur chez soi. Une paix résultante de l'étouffement
de ses concitoyens. Et donc, il faut rapidement, pour que les actions du Togo soient efficaces et soient crédibles, pour que nous ne soyons pas la risée de ceux qui observent ce qui se passe et qui connaissent bien la situation du Togo, il faut rapidement reconnaître que la maison n'est pas en ordre, qu'il y a une crise. Il y a une crise politique qu'on veut nier depuis longtemps. Qu'il y a un problème de gouvernance qui n'est pas de nature à obtenir l'allégeance et le soutien des populations. Mais il faut régler ça. Ça prend quoi de vouloir le régler? Si c'est la sortie inévitable ou la remise de pouvoir inévitable à d'autres acteurs qu'on craint, mon Dieu, après le pouvoir, il y a une vie. Et l'actuel chef de l'État est déjà sur la lancée. Quand il se positionne comme médiateur, il continuera à faire la médiation s'il n'est plus au pouvoir. Moi, c'est le message fort que je veux lancer. C'est bien de le faire, mais il ne faut pas exposer notre pays à la risée des autres peuples. Merci, Madame Adiamabou, d'être passée dans cette émission. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Je n'ai pas senti passer le temps. Merci en tout cas. La direction nous a encore dit 10 bonnes minutes. Et bon courage. Et bon courage. Et je voudrais finir en exprimant encore une fois cet espoir que si nous maintenons le cap, nous arriverons à changer notre pays. Pas à gagner, à vaincre des gens. C'est pas en cela que le problème se trouve. Merci Madame Adiamabou Brigitte Kafi Johnson, la secrétaire générale de la CDPA, également coordinatrice générale de la dynamique Monseigneur Podjoro. Merci d'être passé dans cette émission Rétro 7 aussi de ce jour. Se termine ainsi. Merci à Ite Messa qui a assuré la mise en ordre, Hervé Essai pour le direct page Facebook ainsi que Android. Merci à vous aussi que vous avez suivi sur le bouquet canal numéro 576 partout où vous vous trouvez en dehors du Togo. Merci à toutes et à tous. Bon week-end. Je suis Jida Sadiakoto. Prochain rendez-vous, c'est samedi prochain. Ce sera avec le maître des lieux, Agbo Dela, qui sera avec vous.